Bonjour à tous les esprits curieux. Lorsqu'on évoque les grands animés sportifs, des titres comme Ashita no Joe, Hajime no Ippo, Captain Tsubasa, Slam Dunk ou encore Haikyuu s'imposent aussitôt. Pourtant, en 2018, un anime est venu bousculer ses repères en proposant quelque chose de différent. Cet anime s'appelle Megalobox. À première vue, ce n'est qu'une histoire de boxe futuriste où les combattants portent des exosquelettes mécaniques, les gears, pour doper leur performance. Mais limiter Megalobox à cet aspect ferait perdre l'essentiel, car derrière ces affrontements se déploie une réflexion sur la société et ses classes, l'identité, la technologie, la célébrité, le mérite, et même le sens du progrès. Aujourd'hui, nous allons analyser Megalobox en profondeur. Nous raconterons d'abord la première saison, puis nous décortiquerons ses personnages, ses thèmes, sa mise en scène, ses inspirations, son univers, et les raisons qui en ont fait l'un des animes les plus marquants de son époque. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si la vidéo te plaît déjà, pense à liker, t'abonner et laisser un commentaire. Et si tu n'as pas grand-chose à dire, écris simplement « Savoir » pour soutenir la chaîne. Allez, on y va! Avant de parler de Megalobox, commençons par l'œuvre à laquelle il rend hommage. Ashita no Joe n'est pas qu'un manga de boxe. Au Japon, il est tenu pour l'une des œuvres majeures de toute l'histoire du médium. À la fin des années 1960, le Japon se transforme à grande vitesse, économiquement et socialement. Tandis que la modernisation s'accélère, une partie de la population se sent reléguée. C'est alors qu'apparaît Joe Yabuki, jeune vagabond impulsif, bagarreur, figure des marges. Contrairement aux héros traditionnels, Joe n'a rien d'un modèle de vertu, arrogant, souvent violent, parfois antipathique. Et c'est précisément ce qui le rend fascinant, car il incarne ceux qui ne trouvent pas leur place dans la société. Avec le temps, Joe devient une véritable icône culturelle. 50 ans plus tard, Megalobox n'entend pas refaire Ashita no Joe, mais en réinterpréter l'esprit pour une nouvelle génération. Les ressemblances ne manquent pas. Joe y demeure un marginal. Pourtant, Megalobox ne se contente pas de copier. Il transpose ses idées dans un monde futuriste, où les enjeux ont changé. Pour comprendre Megalobox, commençons par la raison même de son existence. En 2018, l'anime est produit pour célébrer le 50e anniversaire d'Ashita no Joe. Ashita no Joe compte parmi les mangas les plus marquants de l'histoire japonaise. Paru dès 1968, il raconte l'histoire de Joe Yabuki, un jeune marginal des quartiers pauvres qui tente de trouver sa place grâce à la boxe. Son influence sur la culture japonaise est immense, au point d'imprégner durablement l'imaginaire collectif. Un demi-siècle plus tard, plutôt que d'en livrer un simple remake moderne, les créateurs de Megalobox choisissent d'en réinterpréter l'esprit pour leur époque, dans un cadre résolument futuriste. Ainsi naît une série qui honore profondément son héritage, tout en affirmant une identité forte et singulière. L'histoire se déroule dans une société futuriste, lumineuse et tentaculaire. La technologie y irrigue le quotidien. Dans la boxe, les combattants portent un équipement mécanique appelé gear. Ces exosquelettes se fixent aux bras et aux épaules. Ils amplifient la puissance des coups, la vitesse et l'endurance. La discipline a même pris un nouveau nom, le megaloboxing. Mais derrière ces néons, la réalité est plus sombre. La société est profondément fragmentée. Les élites vivent dans des zones sûres, développées et prospères. Les plus pauvres survivent dans des quartiers délaissés. Le progrès technologique existe, mais tous n'en bénéficient pas. Cette fracture structure tout le récit. Megalobox le montre par son décor, plus que par les discours. À première vue, c'est un futur éclatant et avancé. En y regardant mieux, une autre vérité se révèle. Le progrès n'a pas effacé les inégalités. Les quartiers pauvres restent délabrés. Nombre de bâtiments paraissent abandonnés. Les infrastructures vieillissent et se dégradent. Les habitants bricolent pour tenir le coup. À l'inverse, les quartiers riches affichent une architecture nette et futuriste. Cette opposition visuelle raconte déjà l'essentiel. Un futur où la technologie avance, mais où persistent les problèmes sociaux. Le monde a évolué. L'être humain, lui, n'a pas tant changé. Le protagoniste est un jeune homme que l'on surnomme Junk Dog. Son véritable nom demeure inconnu. Un détail loin d'être anodin.
Au début de l'histoire, il n'existe presque pas socialement, glissant entre les registres et les regards. C'est un homme dont l'identité reste floue, invisible aux institutions. L'avenir, pour lui, paraît bouché. Pour survivre, il accepte des combats truqués dans des arènes clandestines, où tout se joue en coulisses. Son manager et protecteur, Gansaku Nanbu, orchestre ses matchs afin d'assurer des revenus réguliers. Joe possède pourtant un talent immense. Mais ce talent est étouffé. Car chaque combat est écrit d'avance. Victoire ou défaite sont décidées avant même que la cloche ne sonne. Prisonnier du système, Joe n'a jamais l'occasion de révéler son véritable potentiel. Un jour, Joe croise la route de Yuri et tout bascule. Car Yuri est le champion incontesté du mégalo-boxing. Il incarne tout ce que Joe n'est pas encore. Il est reconnu. Il est respecté. Il est célèbre. Il est puissant. Dès leur premier échange, une étincelle naît. Joe comprend alors qu'il a enfin trouvé un véritable objectif. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un l'oblige à dépasser ses limites. Dès lors, Yuri devient plus qu'un simple adversaire. Il devient une obsession, un horizon. Il devient une destination. Et surtout, il devient une raison d'avancer. Au même moment, un grand tournoi est annoncé. Megalonia. Le meilleur combattant du pays y sera couronné champion, sous les projecteurs d'arènes bondées. Séduit par l'enjeu, Joe décide d'y participer. Mais dès le premier contrôle, la réalité l'arrête net. Sur le papier, il n'est personne, aucun dossier, aucun historique. Pire encore, il ne possède pas de licence officielle. Sans statut, il n'obtient ni reconnaissance ni accès. Le système lui oppose un net refus administratif. Pour entrer à Megalonia, il doit alors entamer un parcours d'obstacles exténuants, formalités, matchs classés, preuves répétées de sa valeur. C'est à cet instant que débute véritablement son ascension. Pour prétendre au tournoi, Junk Dog choisit de laisser derrière lui son ancien surnom. Il décide enfin d'emporter un, par conviction. Désormais, il sera Joe. Ce choix semble anodin au premier regard. Pourtant, il est fondamental. Une renaissance. Car toute la série interroge l'identité, celle qu'on se choisit. Choisir son nom, c'est déjà choisir qui l'on veut devenir. Joe cesse d'être un rebut relégué aux marges de la société. Il commence à bâtir, pas à pas, sa propre existence. C'est alors que surgit l'élément le plus emblématique de Megalobox. Joe décide de combattre sans gear. Dans un monde où tous les boxeurs portent des exosquelettes sophistiqués, il choisit de n'engager que son corps. Il devient alors le Gearless Joe. Ce choix n'a rien d'anecdotique. Il le singularise immédiatement sur le ring, dit quelque chose de sa condition. Celle d'un boxeur sans ressources face au gear de pointe. Et révèle la fracture économique qui l'empêche de rivaliser technologiquement, tout en ouvrant un véritable défi philosophique. Peut-on encore mesurer l'humain à l'humain quand la technologie domine tout? Cette interrogation irrigue toute l'œuvre. Le gear n'est pas qu'un équipement sportif, c'est une idée. Une idée qui dépasse la simple performance. Depuis des décennies, scientifiques et philosophes débattent d'une question fondamentale. Jusqu'où l'être humain doit-il utiliser la technologie pour améliorer ses capacités? Ce débat renvoie souvent au transhumanisme. Le transhumanisme soutient que la technologie pourrait aider à dépasser nos limites biologiques naturelles. Dans Megalobox, cette question revient sans cesse, car les boxeurs utilisent déjà des augmentations mécaniques, et leur force dépend en partie de leurs équipements. Leur performance devient un alliage de capacités humaines et d'assistance technologique. Face à cela, Joe incarne une forme de résistance symbolique. Son refus du gear ne condamne pas la technologie en elle-même. Il rappelle simplement que la valeur humaine ne saurait se réduire aux outils que l'on possède. Voilà pourquoi son choix nourrit l'un des grands débats philosophiques de la série. Joe entame son ascension dans les classements. Chaque marche exige méthode et sang-froid. Chaque adversaire est un casse-tête différent, avec ses forces, ses vices et ses habitudes. Les affrontements ne sont pas que physiques, ils se gagnent aussi dans la tête, où le doute, la patience et la pression changent le combat. Chaque boxeur apporte une vision du monde et une manière d'user du gear qu'il faut décoder pour saisir ses timings et ses angles. Joe adapte alors son plan. Il cherche moins le coup parfait que l'ouverture. À chaque round,
Il récolte des informations et ajuste sa distance. Il polit sa technique, garde, appuie, contretemps. Il bâtit l'endurance pour tenir le rythme et faire craquer les plans adverses. Et il affine sa lecture du ring. Feinte, piège, respiration de l'adversaire. La progression est lente, tangible, et donc crédible, rien n'est gratuit. Megalobox évite le fantasme du héros surpuissant. La victoire vient d'un enchaînement de bons choix. Joe gagne parce qu'il travaille, répète et corrige, parce qu'il accepte la douleur comme prix de l'apprentissage, et transforme chaque erreur en leçon pour le combat suivant. Une autre force de Megalobox réside dans la façon dont il met en scène ses affrontements, avec une attention constante portée aux détails et à la vraisemblance. Plutôt que de miser sur des techniques spectaculaires et irréalistes, la série privilégie des choix ancrés dans la boxe réelle, ce qui crée immédiatement une tension crédible. Elle déplace l'intérêt vers ce qui fait gagner un combat dans la durée, et non dans l'instant. Le placement, le rythme, la gestion de l'énergie, l'observation et l'adaptation tactique deviennent le cœur du récit, comme une partie d'échecs disputée à coups de poing. Ainsi, les personnages ne gagnent pas parce qu'ils seraient simplement plus forts, mais parce qu'ils exploitent mieux l'instant et lisent plus finement la situation. Ils observent, ajustent leur garde, modifient le tempo, piègent l'adversaire et frappent là où s'ouvrent les brèches. Une intelligence de ring qui fait toute la différence. Cette approche, où le souffle compte autant que le coup porté et où la fatigue pèse sur chaque échange, rend les affrontements à la fois crédibles et profondément immersifs. Nanbu est souvent sous-estimé. Pourtant, il compte parmi les figures les plus essentielles de la série. Ancien entraîneur cabossé par la vie, il devient pour Joe une véritable figure paternelle. Dès leurs premiers pas ensemble, il décèle un potentiel brut exceptionnel. Mais il sait aussi que, sans méthode, discipline et stratégie, le talent ne suffit jamais. Nanbu, c'est l'expérience accumulée, les erreurs digérées, le réalisme du ring. Il sert de contrepoids à l'impulsivité de Joe et l'oblige à penser ses combats. Leur lien devient rapidement le cœur émotionnel du récit. Au premier regard, on pourrait n'y voir qu'un mentor classique. En réalité, Nanbu suit lui aussi un véritable parcours. Au début, c'est un homme brisé, lesté de regrets et d'occasions manquées. La rencontre avec Joe lui offre une seconde chance de se racheter. À mesure que le jeune boxeur s'élève, Nanbu retrouve un objectif clair. Il recommence à croire, non pas en un miracle, mais en un travail honnête et tenace. Peu à peu, il transforme sa culpabilité en exigence constructive. Ses fautes passées ne le définissent plus, elles nourrissent sa lucidité. Auprès de Joe, il choisit d'être meilleur que l'homme qu'il a été. En retour, Joe lui donne une raison d'avancer, une cause à défendre. Ensemble, ils deviennent plus que boxeurs et managers, un binôme qui se relève. Sous cet angle, Megalobox raconte aussi l'histoire d'un homme vieillissant, qui tente enfin de réparer ses échecs de jeunesse. Sachio est un orphelin des bas quartiers, débrouillard et farouche, qui survit en bricolant et en observant les grands. Lorsqu'il croise Joe, il l'admire mais garde ses distances. L'expérience lui a appris à se méfier des promesses. Peu à peu, la méfiance cède la place à une fraternité pudique. Chacun trouve chez l'autre ce qui lui manque. Très vite, Sachio incarne un espoir têtu, celui de ne pas rester enfermé dans son point de départ. Il porte la voix d'une génération contrainte de grandir trop vite. Transformer la colère en énergie, le manque en ingéniosité. À travers lui, Megalobox montre comment un modèle juste peut infléchir une destinée et, par ricochet, inspirer tout un quartier, toute une génération. Yukiko Shirato, à la tête de la Shirato Corporation, est l'une des figures les plus fascinantes de la série. Elle pilote la stratégie industrielle qui encadre le Megaloboxing. Son groupe conçoit les gears de pointe et finance une R&D qui structure toute la discipline. Loin du cliché du dirigeant froid, elle voit le progrès comme un outil social, organiser, sécuriser, faire avancer. Elle croit sincèrement que la technologie peut améliorer le monde si elle est cadrée et contrôlée. Mais cette foi l'aveugle parfois. Priorités économiques, compétition, et vie broyées en marge. Progrès pour qui? Elle incarne la foi dans le progrès et l'ingénierie. Joe, lui,
défend la primauté de l'humain. Leur face-à-face idéologique irrigue la série et éclaire les choix de chacun. Yuri est sans doute le personnage le plus fascinant après Joe. D'abord figure de champion, puis homme qui se dévoile. Au premier regard, il a tout du champion invincible, intouchable, façonné par le système. Très vite pourtant, l'anime fissure cette image et laisse apparaître ses doutes, ses choix, sa volonté propre. Surtout, Yuri respecte Joe. Dès leur première rencontre, il perçoit en lui un rival digne, porteur d'une vérité qu'il veut affronter. Plutôt que d'écraser, il cherche la confrontation juste, celle qui révèle qui l'on est vraiment. Sa quête n'est pas la domination, mais la mesure du possible humain. Mais plus il avance, plus les attentes, sponsors, médias, technologies, l'enferment dans un rôle. Son arc devient alors celui d'un homme qui tente de reprendre la main sur sa propre trajectoire. On le réduit souvent à un simple rival. En réalité, il est le miroir inversé de Joe. L'un issu des marges, l'autre porté par les sommets. L'un avance sans guire, l'autre en incarne l'usage ultime. Mais ces contrastes servent surtout à révéler ce qui les unit. Tous deux poursuivent un face-à-face authentique, sans échappatoire. Ils rejettent les scénarios écrits d'avance et les artifices. Ils veulent que le ring tranche, pas la rumeur ni la machine. Découvrir leurs limites devient un pacte silencieux. De là naît un respect qui grandit à chaque échange. Ainsi, Joe transforme Yuri autant que Yuri transforme Joe, chacun forçant l'autre à choisir qui il veut être. C'est pourquoi leur relation porte le cœur philosophique du récit, reprendre sa liberté face au système et se définir par le combat choisi. Le gear est plus qu'un simple équipement, c'est une métaphore des technologies d'augmentation. Il condense l'idée d'un corps amplifié par la machine. Il symbolise une modernité qui promet des performances accrues. Cette promesse est réelle. La technologie peut améliorer l'humain. Mais elle a un coût social. Elle crée de nouveaux écarts et des exclusions. Dans Megalobox, le problème n'est pas l'outil en lui-même, mais l'accès à cet outil. Ce qui compte, c'est la manière dont le progrès est distribué. Les élites accèdent aux meilleurs dispositifs, optimisés et sûrs. Les plus pauvres bricolent avec ce qu'ils trouvent, souvent au détriment de leur sécurité. Cette asymétrie technologique reflète nos débats actuels sur l'équité et l'inclusion. À mesure que Joe enchaîne les victoires, sa popularité explose. Le public se prend au jeu de son style direct et sans artifice. Très vite, Gearless Joe cristallise un récit plus grand que lui. Beaucoup y voient donc la preuve qu'on peut encore défier des élites bardées de technologie. Cette lecture change tout. Joe ne paraît plus seulement un combattant, il incarne une trajectoire, une promesse. Une étincelle d'inspiration pour ceux qui n'ont rien. Un drapeau de résistance pour les laissés pour compte. Et à mesure que la ferveur grandit, quelque chose bascule. Les spectateurs cessent de regarder un individu et commencent à suivre une cause. Le nom Gearless Joe dépasse le surnom et devient l'histoire qu'on raconte partout. Affiches, écrans, discussions. L'image se propage. Dans les quartiers pauvres, c'est l'espoir qui circule. Chez les puristes de la boxe, c'est l'authenticité retrouvée. Pour certaines élites, c'est une remise en cause, parfois une menace. Le personnage médiatique finit par déborder l'homme. Comme ces athlètes réels qui deviennent des repères sociaux, Joe franchit la frontière du sport. Le combat final n'est pas seulement l'ultime affrontement. Il condense la somme de leurs chemins croisés. Ce qui compte n'est pas le verdict du gong, mais ce que chaque seconde révèle d'eux. À travers chaque échange et chaque souffle, le sens du combat prend le pas sur son issue. À ce stade, Joe et Yuri se sont déjà transformés l'un l'autre, comme deux miroirs qui affinent leurs reflets. Joe a poussé Yuri à questionner sa dépendance à la technologie et ce qu'elle dit de sa propre valeur. Yuri a obligé Joe à préciser son identité, à choisir ce qui définit vraiment son nom. Le ring devient alors une joute d'idées plus encore qu'un échange de points. L'humain qui assume ses limites fait face à la machine qui prétend les effacer. Le talent à nu s'oppose aux systèmes qui veulent tout optimiser à sa place. La liberté de choisir se dresse contre le poids des attentes qui enferment. Au bout du compte, moins le résultat que la route les définit. C'est ce trajet qui fait la véritable victoire. L'un des atouts majeurs de Megalobox, c'est son esthétique pensée comme un langage. L'équipe adopte des filtres et textures hérités des animes des années 70-80,
assumant une patine d'anciens films. Un grain visible, des artefacts, une légère instabilité d'image. Tout évoque l'analogique, pas le numérique clinique. Ce grain donne de la matière et rapproche le spectateur des personnages. Les couleurs, souvent limitées et contrastées, sculptent des ambiances fortes plutôt qu'un réalisme lisse. Le rendu paraît volontairement analogique, comme une mémoire enregistrée sur bande. Ce choix forge instantanément une identité visuelle reconnaissable. Nostalgique, oui, mais jamais passéiste. L'ensemble reste tendu vers le présent. Là où le futurisme classique brille de propreté, Megalobox préfère la rugosité et la trace du temps. Les néons découpent des décors imparfaits, humides, presque poisseux. L'image accepte l'usure comme une vérité du monde qu'elle décrit. Les surfaces écaillées, ternies, racontent mieux la vie que la perfection stérile. Les teintes désaturées rappellent un progrès qui a manqué sa promesse pour beaucoup. Les textures vieillies deviennent le miroir d'une société fatiguée. D'où ce paradoxe puissant, un monde hyper-technologique filmé comme déjà usé. Le dispositif exhibe l'avenir, mais la mise en scène souligne ses failles humaines. Visuellement, le progrès paraît fatigué, incapable d'effacer les cicatrices sociales. Cette tension entre néon et ruine porte les thèmes. Modernité éclatante, vie cabossée. Et c'est précisément cette contradiction esthétique qui donne tant de poids au récit. Dans Megalobox, la musique joue un rôle majeur. L'utilisation du hip-hop, du rap et des textures électroniques crée une ambiance urbaine, tendue et singulière. La bande originale épouse les thèmes de la marginalité, de la lutte sociale et de la résilience. Elle façonne fortement l'identité de l'œuvre. Peu d'animes sportifs possèdent une bande-son aussi immédiatement reconnaissable. Le choix du hip-hop n'a rien d'anodin. Historiquement, cette musique naît dans des environnements populaires confrontés à des difficultés sociales. Elle devient l'expression de celles et ceux que le système marginalise. Elle porte la volonté de se faire entendre malgré l'absence de pouvoir. Cette dimension résonne parfaitement avec le parcours de Joe. Comme lui, le hip-hop raconte l'histoire d'individus qui tentent de s'élever dans un système qui ne leur est pas favorable. La musique devient alors un prolongement naturel du récit. Le succès de Megalobox ne repose pas uniquement sur ses combats, il touche à quelque chose de plus profond. Certes, de nombreux animes offrent de beaux affrontements, mais Megalobox se distingue par sa manière de raconter une expérience profondément humaine. Elle parle de celles et ceux que la société rejette, de rêves jugés impossibles et de systèmes injustes qui les étouffent. Elle interroge la dignité, l'identité et la nécessité de tracer sa propre voie, même lorsque le monde semble avoir déjà décidé de votre place. D'abord, Megalobox rappelle que le talent, sans opportunité, ne peut éclore ni s'exprimer pleinement. De là découle une évidence, l'identité se construit par les choix que l'on pose, jour après jour. Dans ce monde, la technologie n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Tout dépend de l'usage qu'on en fait. C'est pourquoi les symboles, lorsqu'ils touchent les foules, peuvent inspirer des changements bien réels. Et même dans l'adversité, le respect peut naître entre rivaux qui se reconnaissent. Ainsi, la série nous rappelle que la plus grande victoire n'est pas toujours celle remportée sur le ring. Parfois, elle consiste simplement à devenir la personne que l'on aspirait à être. Megalobox n'a jamais été le plus grand succès commercial de son époque. Il n'a pas provoqué le même phénomène mondial que certains mastodontes du shonen moderne. Pourtant, plusieurs années après sa sortie, il reste régulièrement cité parmi les meilleures productions de la fin des années 2010. Pourquoi ? D'abord, une identité artistique claire et puissante la distingue. Ensuite, elle refuse les effets de mode et trace sa propre voie. De plus, elle traite son public avec intelligence. Elle marie aussi spectacle, émotion et réflexion. Surtout, elle raconte une histoire profondément humaine sous l'apparence d'un anime de boxe futuriste. C'est souvent ainsi que naissent les œuvres cultes, non pas en cherchant à plaire à tout le monde, mais en proposant une vision claire, cohérente et sincère. Megalobox est bien plus qu'un anime sportif. Il emploie la boxe comme langage pour explorer la société, l'identité, le progrès et l'espoir.
son futur proche, des personnages marquants, une mise en scène singulière et des thèmes universels lui permettent de dépasser les frontières du genre. Des années après sa diffusion, il demeure l'une des adaptations hommages les plus abouties. Et surtout, il rappelle une idée simple mais puissante. Peu importe les règles du système. Peu importe les avantages dont disposent les autres. Peu importe la position où la vie nous place. Il est toujours possible de monter sur le ring et de prouver qui nous sommes vraiment. Et c'est précisément ce qui fait toute la force de Megalobox. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner, à activer la cloche de notification et à suivre la chaîne sur les différents réseaux sociaux. Les liens sont en description. Et comme toujours, continue à apprendre.